Du coup, j'appelle avec moi François et Laurent. C'est pas la bonne, c'est ça? On sait jamais. Non, mais comme on est habillé pareil, c'est pour que vous puissiez Voilà. nous reconnaître. On n'a pas fait exprès. Alors, François et Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté le défi Merci. de parler de com client et d'engagement client. Alors, je vais commencer. Alors, je te réserve pour après. Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu as écrit des livres sur le compte-based marketing et tu es un spécialiste de la com B2B. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai fait que de la com. Je ne fais que et je ne fais que de la com B2B, de la com et du marketing, on va dire, pour être précis. En agence, parce que j'aime bien travailler sur différents sujets avec justement cette découverte d'enjeux que je trouve à chaque fois passionnant et puis cette liberté de pouvoir être d'innover, de proposer des choses. Voilà, que c'est la liberté, la créativité en agence. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets, comment on fait travailler justement les équipes marketing et l'équipe commerciale, donc notamment dans des actions pour aller chercher des clients grands comptes, ce qu'on appelle l'account-based marketing, où on renverse un peu l'approche, où on se met d'abord autour d'une table pour décider quel type de client on va aller cibler et non pas traiter un flux venant de leads divers et variés. Voilà, donc je trouve que donc effectivement j'ai écrit deux ouvrages sur ce sujet dernièrement. Le titre était assez long d'ailleurs. Je trouvais. Oui, parce que je suis moins bon que Antoine, dont on vient, voilà, peut-être pour faire des titres, et c'est surtout pour être descriptif, parce que néanmoins, l'éditeur te dit, bah oui, il faut en vendre, donc il faut aussi avoir un titre un peu accrocheur, mais néanmoins descriptif, parce qu'à la Fnac, c'est important. On y reviendra parce que tu utilises beaucoup générer des leads, prospects, voilà, tous ces termes marketing franglais qui sont une certaine technique. Voilà. François, alors nous on se quitte plus puisque dernièrement on a présenté un groupe de Chinois la stratégie du groupe Orange sans dévoiler la stratégie, mais juste voilà. Ce qui m'appelle pour me dire il y a des Chinois qui viennent à Paris, ils veulent connaître la stratégie Orange. C'était soit ça, soit Louis Vuitton. Donc je me suis dit, bon, Voilà. allez, Orange, c'est quand même plus intéressant. Alors, du coup, il y avait un côté secret défense. Enfin, qu'est-ce que je peux dire à des Chinois? Enfin, voilà. On les aime bien, nos Chinois, on les aime bien, les Indiens, on aime bien tout le monde, mais voilà. Ils n'ont pas racheté Orange. Et du coup, Pas encore. alors, tu as une double casquette parce que tu travailles aussi dans les learning expéditions avec des clients, mais tu fais beaucoup de think tank et également, tu es dans le domaine de la défense, de la sécurité. Tu étais au salon Eurosatori cette semaine. Donc, tu as un rôle aussi de la souveraineté dans l'engagement des clients à la French Tech, quoi. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi j'ai un parcours, je viens du milieu des médias de la communication, j'ai été dans différents groupes médias et je suis resté 15 ans chez TF1. Et à l'issue de ces 15 ans de TF1, je suis parti, j'ai pris mes études, j'ai fait un master à Sciences Po et au même moment, j'ai intégré la réserve de la gendarmerie nationale, donc je suis officier de réserve pour cette institution-là. Et puis, ayant repris goût aux études sur le tard, je suis reparti faire l'IHEDN. Alors pour ceux qui connaissent pas, l'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est l'acculturation de différentes personnes de plein de secteurs. Moi, j'étais avec des banquiers, j'étais avec des professeurs d'université, j'étais avec d'autres militaires. C'est un peu le parcours pour les officiers supérieurs. Et on est acculturé à ça. Et au sein de la gendarmerie, moi, je travaille, je suis affecté au CIRPA, le service d'information et de relations publiques de la gendarmerie. Et je les accompagne sur beaucoup de communication institutionnelle, sur de rayonnement. Et c'est vrai qu'en parallèle, tu parles des Durling Expedition, mais pour alors pas que des Chinois, hein, mais c'est vrai que le domaine de la sécurité intérieure et de la défense est de plus en plus important, c'est d'actualité, et justement sur le salon Rosatori ou Milipol, la communication B2B, ils ont besoin, alors je sais pas si c'est pour redorer le blason, mais c'est vrai que c'est une communication un peu particulière, c'est très B2B. Ces deux salons-là sont spécifiquement pour les professionnels de la défense et de la sécurité intérieure. Donc c'est une communication un peu particulière et on y reviendra tout à l'heure avec l'IA. Et justement, par rapport à cette communication particulière, est-ce que le sujet des drones est abordé dans ces salons?
Ah bah c'est pas qu'il a abordé, c'est le sujet, on aurait pu appeler ça le salon des drones à Villepinte. Non, c'est vrai que c'est le sujet d'actualité. L'Ukraine nous aide bien à mettre en avant ces outils-là. C'est un des moyens, j'allais dire, alors sans non plus révéler plein de choses, mais c'est un des moyens qui est peu coûteux et très efficace et qui évite de mettre l'humain au front. Et ça évite les images, là on revient aussi sur la communication, d'avoir l'image du cercueil qui traverse le pont Alexandre III avec des motards devant, des motards derrière. Ça, dans l'inconscient collectif, c'est compliqué, même si c'est le métier du soldat d'aller au fond et de mourir. Le drone permet aussi on a des drones de plus en plus petits, mais de plus en plus résistants en termes de durée de vol, en termes de capacité, enfin, au niveau capacitaire, d'avoir de l'armement, et puis là aussi l'IA aussi, et on y reviendra tout à l'heure. Il y a une différence entre l'IA en France et l'IA aux États-Unis. Ce sont des drones qui sont pilotés de manière effectivement grâce à l'IA, mais la décision et le choix final reste toujours l'humain, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où le drone va identifier l'ennemi, va avec une IA savoir si c'est un gentil ou un méchant pour résumer, et le drone tout seul va prendre la décision de larguer la bombe ou pas. S'il s'est trompé, c'est pas grave. Voilà, on a encore cette chance-là en France d'avoir des règles qu'on suit et l'humain reste le dernier décisionnaire. Ouais, c'est rassurant. Du coup, Laurent, François, merci de votre présence à tous les deux. On va commencer avec toi, Laurent. Comment tu mesures l'engagement de tes clients dans tes campagnes de communication? Alors, c'est une question qui, effectivement, est importante de poser d'ailleurs au début. Comment on va mesurer cette campagne? Et donc là, selon un peu les objectifs qu'on a définis, on va se mettre d'accord un peu sur des critères. Et très vite va arriver, nous en tout cas moi, je recommande très vite d'engager une discussion qui dépasse simplement des chiffres. Voilà, c'est pas simplement une quantité de likes, c'est pas une quantité peut-être même de rendez-vous. Je fais exprès deux extrêmes entre un engagement faible et un engagement fort. Mais il y a aussi la qualité. Voilà, qui je rencontre ou qui a liké sur mon post. Voilà. Donc comment on mesure? Ben, ça reste effectivement néanmoins un élément quantitatif, mais voilà, je dis toujours cherchons à faire en sorte que le quantitatif soit corrélé avec un qualitatif. Et c'est pas toujours simple parce que même les managers ont tendance à demander de voir une courbe qui monte, des chiffres, on met du vert quand ça monte, voilà. Alors que peut-être que c'est juste parce que on a généré des leads de faible qualité, mais qu'on fait du vert dans les chiffres parce que le reporting est joli et que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Donc il y a une forme de nouvelle culture à transmettre pour faire en sorte qu'on soit sur des indicateurs pertinents qui vont générer du business à la fin. Tu utilises aussi la méthode du feedback Alors, je dirais la méthode du feedback, je vais plutôt dire qu'on essaye d'aller chercher le feedback justement chez les commerciaux. Parce que c'est les commerciaux qui vont utiliser les engagements, les leads, ce qu'on peut appeler les leads. Mais est-ce que justement c'est des personnes pertinentes parce qu'elles sont bien placées dans la hiérarchie, elles sont bien dans les bonnes directions, elles ont compris ce qu'on cherchait à leur proposer. Voilà, c'est plutôt ça que nous on cherche et c'est pour ça que c'est très intéressant de casser ce silo ou cette frontière entre marketing et commerciaux pour justement être certain qu'on est là à apporter des choses utiles par rapport aux objectifs business. Même pratique, François? Alors, à la différence de Laurent, nous, les clients que j'accompagne, encore une fois, je prends le prisme institutionnel ou avec un focus gendarmerie, c'est quand même il y a un côté quantitatif, c'est-à-dire que quand il y a des journées portes ouvertes, quand ils s'ouvrent à la population, il y a le nombre de personnes qui sont venues les voir, il y a le nombre de demandes d'informations et tout. Et après, il y a une enquête de satisfaction sur qu'est-ce que vous avez aimé. Il y a quand même un questionnaire, mais ça reste encore quand même très quanti. Mais la proportion du qualitatif est très important. C'est quelle est l'image, parce qu'on est encore dans du rayonnement et du recrutement derrière, faut pas l'oublier. Donc il y a quand même un côté image. Quelle image vous avez, quelle image vous aviez avant de venir nous voir, quelle image vous avez après, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Et d'année en année, on change un peu les paradigmes pour améliorer ces rencontres et ces campagnes de communication. C'est une démarche d'amélioration continue, on peut dire un peu?
une Démarche d'amélioration Oui, continue. exactement, d'amélioration continue, parce que il y a, je disais tout à l'heure de redorer le blason, mais c'est un peu fort, mais il y a le côté, voilà, ils veulent se donner une image, d'être beaucoup plus proche de la population et de répondre aux enjeux d'une génération qui est aussi très différente. On communiquait pas, encore une fois, dans ces institutions-là, on communiquait pas il y a 15 ans comme on communique maintenant. C'est une population qui est très exigeante, faut répondre à ses besoins, enfin, faut s'adapter. Donc, les axes de communication ont bien évolué. Et du coup, François, et je continue avec toi, quels canaux de communication sont les plus percutants aujourd'hui vis-à-vis des clients? Alors encore une fois, pour cette typologie de clients, ça reste les réseaux sociaux. C'est alors LinkedIn, mais comme ils touchent une population de plus en plus jeune, vous avez peut-être vu des campagnes de communication de la gendarmerie sur TikTok. Alors ça a été aussi ça. J'avais un peu travaillé avec eux pour le CIRPA sur est-ce qu'on met la gendarmerie sur TikTok. Et pour l'anecdote, j'avais rencontré dans un cadre d'un think tank dans la communication le patron de TikTok France qui avait dit pour que ça marche, faut que les gens dansent, chantent avec de la musique. Et là, je me suis imaginé des gendarmes en uniforme dans une caserne en train de chanter et danser pour faire la promotion des métiers. Je leur ai dit, il faut faire un peu attention. Ils ont été très intelligents, ils ont contourné ça. Et je crois qu'ils sont à plus de 100 000, même atteindre les 150 000 abonnés sur TikTok. Et ça marche bien. Toutes les campagnes sont relayées dessus. Il y a Instagram, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils se sont adaptés. Vous avez plus les grandes campagnes, vous avez encore, mais vous avez plus les grandes campagnes comme avant sur les abribus de Caux, les colonnes Maurice. Et puis les messages sont très ciblés. Donc ils se sont adaptés. C'est une institution qui a vraiment su s'adapter aux nouveaux outils de communication en fonction de la population qu'il voulait toucher. Donc il y a une communication très institutionnelle sur LinkedIn. Le directeur général de la gendarmerie a son LinkedIn. Donc c'est des communications très institutionnelles. Il y a eu malheureusement des événements dramatiques dans l'institution sur les 15 derniers jours. Donc là, le porte-parole où le directeur général communique de manière institutionnelle, et sur la partie plutôt recrutement, rayonnement ou message de prévention, il ne faut pas oublier qu'il y a de la prévention, c'est vraiment tous les outils de communication digitaux qui existent. Même question, Laurent. Quels canaux sont les plus pertinents aujourd'hui pour toucher tes clients et les engager? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est surtout important de ne pas opposer les canaux et pas de choisir un canal plus que l'autre. Parce qu'il y a une vraie fragmentation des audiences. Il n'y a plus, comme on pouvait le faire il y a quelques années, on sait des messages à la télé, et puis même en B2B, on disait bah, c'est pas très grave parce que il y a de la déperdition, mais tout le monde est devant la télé. Voilà, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc on est obligé de faire du multicanal et d'aller Ouais. Je t'écoute, multiplier je suis les juste en train. canaux. Ce qui est, alors peut-être plus que les canaux, on pourrait parler pour aller chercher de l'engagement. Moi, je pense que c'est vraiment le message qui va faire un peu la différence et qui va faire que on engage la cible. Alors bien sûr, le message, il doit adapter aussi au canal. On vient de le dire, tu fais pas la même chose sur TikTok et tu fais pas la même chose sur LinkedIn, même si tu peux quand même te dire qu'à la fin, même en B2B, il y a quand même un humain derrière et que tu peux aller chercher quelques leviers d'humour. On vient de le voir avec ce qu'on a parlé Antoine Chéreau tout à l'heure. Et on peut faire passer des messages donc sérieux ou avec une certaine pour faire réfléchir, pour faire toucher un peu cette fibre émotionnelle, personnelle, voilà, qui à la fin va quand même faire que la personne s'engage. Voilà, ça lui donne envie de réagir. Et donc réagir, peut-être. Et donc c'est là où on reparle tout à l'heure des niveaux d'engagement entre je fais un like, je remplis un formulaire, je participe à une enquête. On peut imaginer aussi pour engager les cibles dans les canaux, leur proposer de participer à un atelier comme ici ce matin. Voilà, toutes ces mécaniques-là sont aujourd'hui à faire coexister parce que tout le monde n'est pas un prospect ou un client, n'est pas le même niveau d'acceptabilité par rapport à un engagement. Voilà, je suis un prospect froid, j'ai pas envie du tout de faire un rendez-vous. Là où il y a 15 ans, c'est des rendez-vous de découverte, ça n'existe plus. Les gens, ils font la découverte seuls, en ligne. Ce qu'on dit, c'est plus des 2 tiers du process d'achat qui se fait en ligne. Donc, il n'y a plus de rendez-vous découverte. Il n'y a pas un fournisseur qui vous appelle en disant « je veux juste venir me présenter ». Voilà. Ou alors, il sait que vraiment, il a une offre très pertinente, etc., etc. Voilà. D'accord, merci. Du coup, comment tu adaptes tes messages ou tu personnalises ou c'est de la com de masse ou comment tu fais pour répondre aux attentes, le message par rapport aux attentes, aux besoins des clients? Alors là, on peut aussi travailler
les deux, hein. Il y a clairement des messages plutôt, on va dire, plus corporate, plus institutionnels, plus globaux, où on va dire qu'on peut avoir un message un peu unique, voilà, un peu chapeau, comme on dit souvent, voilà, qui va être un fil rouge, comment on nourrit une baseline, une signature d'entreprise en termes, voilà. Donc là, on n'a pas besoin de le personnaliser. Puis à l'inverse, lorsqu'on va vendre peut-être un produit, quelque chose, un service, une solution, ben là, et on peut aller vraiment très loin dans la personnalisation, voire faire des messages très uniques, parce que, et c'est la vision que moi je porte par rapport à l'ABM, hein, l'Account-Based Marketing. Donc lorsqu'on adresse un grand compte pour lui vendre une solution très spécifique, ben, ça peut peut-être le coup, parce qu'il y a un potentiel business important d'aller faire des campagnes, des messages vraiment spécifiques pour ce marché, ou ce prospect spécifique. On peut redescendre dans la granularité. Et puis bah, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec l'IA, clairement, ce qui était compliqué parce que c'était long et coûteux avant, aujourd'hui, c'est nettement plus rapide et nettement plus économique. Donc, c'est une vraie opportunité pour parler d'une manière différente au prospect A, au prospect B, au prospect C. Voilà. Surtout qu'on ne change jamais 100%. On vend quand même la même chose, le même service, mais on fait des petites nuances qui change tout. Ben, un visuel, lorsqu'on parle à un artisan, c'est pas la même chose que lorsqu'on va parler à une société de service. Le vocabulaire, voilà. On parle pas de bureau, on parle d'office pour un notaire. Voilà, il y a plein de micro-vocabulaires comme ça, un cabinet pour un dentiste. Voilà, où faire ces éléments de personnalisation, ça va changer beaucoup de choses dans l'engagement. Une nouvelle fois, si on revient sur ce thème, parce que les gens, ils se disent, ben, c'est pas un message générique, blabla, de communication. Ouais, mais tu vois, le contrepoint, alors peut-être que c'est pas aujourd'hui à ce stade assez mature, mais j'ai essayé les posts LinkedIn avec IA, ça engage personne, enfin, c'est trop neutre, enfin, tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'émotion. Alors, néanmoins, tu dis à l'IA, voilà, ce message, je veux le décliner pour des notaires. Voilà, il va quand même te faire un premier niveau de travail. Effectivement, il faut éviter de faire copier-coller et de ne pas rajouter un peu d'émotion, de rajouter un peu de personnalisation. Voilà. Ça viendra peut-être un jour, hein. Les agents permettront de faire ça très bien. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, néanmoins, ce qu'on rêvait de faire avant et qu'on ne faisait pas, j'ai pas dit qu'on le déclinait peut-être pour 50, mais on peut faire quelques versions où on peut s'autoriser à faire quelques versions qu'on ne faisait pas précédemment. Voilà. Même question, même sentence. Même question et même réponse, hein, ça tombe bien, je partage tout à fait ce que dit Laurent. Pour reprendre un terme militaire, c'est l'effet final recherché. C'est-à-dire que en fonction de la cible, on va aller chercher les verbatims, le vocabulaire, les réseaux sur lesquels on va pouvoir toucher notre cible. Donc ça, c'est très important. Et pareil, moi, j'accompagne aussi certaines personnes sur du média training ou relation avec les journalistes. Et là aussi, c'est en fonction, on va adapter le message avec ce qu'on appelle l'ordre d'en connaître. Qu'est-ce qu'on va dire à nos clients, enfin en interne, quand il y a une com de crise, quels sont les éléments de langage à dire en interne aux collaborateurs pour les rassurer? Qu'est-ce qu'on va dire aux médias? Qu'est-ce qu'on va dire à la population? Donc là aussi, on s'adapte. C'est ce qui fait le charme aussi de nos métiers. C'est de trouver pour un même événement un angle un peu différent pour pouvoir s'adresser à la bonne personne. Et je rejoins aussi ce que disait Laurent sur LinkedIn. On en parlait en préparant cette table ronde. On peut très vite voir beaucoup de posts LinkedIn. On sait que c'est l'IA qui l'a utilisé parce que c'est les mêmes termes, les mêmes répétitions. Et ce qui est l'intérêt de nos métiers quand on publie, c'est un peu cette plume-là, et c'est de trouver encore une fois vraiment les éléments de langage propres à la cible que l'on veut toucher. Oui. Tu accompagnes, François, les clients depuis des années. Il y a quand même un lien de confiance qui s'est créé. Enfin, tu vois, il y a quelque chose que l'IA ne remplacera pas dans la relation humaine que tu proposes à tes clients. Ah oui, tout à fait. L'IA, enfin, moi, c'est ma conviction, c'est que ça reste un outil. C'est-à-dire que, je le dis, j'utilise l'IA, mais c'est vraiment une aide. Et comme disait Laurent, c'est pas un copier-coller. Je relis ce que je fais, je l'adapte, ça me convient pas. Mais on parlait tout à l'heure de dessin de presse, ou on parle encore une fois de l'IA sur LinkedIn. Je suis dans un autre think tank dans le milieu de la presse, le Presse Club de France, pour pas le citer. Et on avait fait l'exercice de prendre un article et de demander qu'il ait le ton du Figaro, de Libération, et ils arrivent à le faire. Donc, c'est vrai que ça peut être un risque, mais il faut que l'IA reste un outil.
Et c'est pour ça, effectivement, comme tu disais, les clients reviennent, c'est qu'il y a une patte humaine et il faut que l'humain reste encore au centre de cet outil. Donc, il faut maîtriser l'IA et ne pas le subir. Du coup, Laurent, comment vous utilisez l'IA ou les réseaux sociaux pour capter de la valeur auprès des clients, pour de l'engagement? Alors, c'est ce qu'on vient un peu de dire, c'est de vraiment utiliser l'IA pour aller un cran plus loin dans la personnalisation, voilà, pour dépasser cette barrière du temps et de l'argent qu'on n'a jamais assez. Donc, d'aller plus loin pour personnaliser les messages. Moi, je dis souvent aussi quand j'ai des conversations avec les commerciaux où, face à une première campagne, il faut relancer. Voilà, néanmoins, challengez-vous pour se dire, il faut que celui en face se dise, c'est pas une relance par IA. Voilà, donc il faut aller chercher le petit détail. Ouais, mais tu vois, on fait beaucoup de campagnes marketing B2B avec pas mal de personnes impliquées dans le ciblage, dans la prospection, dans la conception. Et on nous dit, demain, l'IA fera tout. Enfin, voilà, c'est fantasme ou réalité. Enfin, Alors, je ne peux pas vous dire comment sera le futur. Voilà, peut-être, mais peut-être que cette partie digitalisée sera très, très automatisée, très personnalisée, mais il manquera quand même à la fin qu'on se rencontre, voilà, il y aura d'autres éléments dans ce qu'on appelle le journey marketing qui sera différent. Peut-être qu'une nouvelle fois, le curseur va bouger entre ce qui est digital, présentiel, relationnel. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à faire tellement de choses aussi en total digital, sur des Teams, y compris des accords se signent en DocuSign. Voilà, donc, il faut être ouvert, je pense, au déplacement des curseurs et de nouvelles possibilités qui vont nous permettre de faire autre chose différemment. Mais à la fin, il faut signer des deals, quoi, des business. euh, à l'heure de la communication, on a beaucoup de fake news, de deepfake. Comment vous avez lutté contre la fausse information vis-à-vis des clients? Enfin, Alors, je pense qu'il y a toujours eu, peut-être on appelait ça des rumeurs. On disait, hein, on faisait passer dans des conférences, dans des réunions, une information sur le client, sur le concurrent. Souvent, on disait du mal de voilà, ça existait déjà. Voilà, c'était peut-être moins digitalisé, bien sûr, mais voilà. Donc c'est là où néanmoins. C'est comme le ranking sur Google, hein. Comment on fait pour repasser des bons messages en haut? Il faut recommuniquer parce que c'est le dernier et peut-être plus fort qui aura raison. Et donc, c'est peut-être là aussi où l'argent est important parce que quand tu le dis fort, tu as l'impression que c'est plus vrai. Voilà. Et notre métier, le marketing, la communication, c'est aussi de donner envie d'exprimer des grands messages qui vont effacer les rumeurs ou les mauvais messages qu'ont donné les concurrents, quoi. et du coup, alors peut-être que tu le fais un peu moins que François qui est dans ce secteur de la défense, mais est-ce que tes clients B2B te demandent ils sont de plus en plus conscients des cyberattaques, des cybermenaces et tu les sensibilises à la protection des données, tous ces sujets-là? Alors moi, je ne travaille pas spécifiquement sur ce marché de la défense, mais en tout cas, c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a une vraie montée sur la culture de la data, y compris comment le traitement des fichiers, le respect autour des coordonnées, même professionnelles. Voilà, il y a une montée de niveau, on va dire, parce que je pense qu'en interne, tout le monde a été plus sensibilisé aussi. Et donc, de faire attention aux fichiers, la manière dont on les transmet, lorsqu'on les transmet à un fournisseur, que tout le monde soit responsable, qu'il y a une chaîne de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe quelque chose, voilà. Bon, sur les sujets B2B, l'avantage, c'est que je ne pense pas les premiers sujets qu'on vient chercher parce qu'il n'y a pas la masse et l'impact qu'on va avoir en B2C. Mais néanmoins, oui, il faut être vigilant sur ces sujets-là parce que ça peut avoir des impacts très importants et très négatifs et on repasse en mode de crise. François? Oui, alors, malheureusement, il n'y a pas que la défense qui est sujet aux cyberattaques. Tous les secteurs sont pris, même le B2B. Et je rejoins Laurent en disant qu'il y a une sensibilisation de plus en plus importante parce que quelle que soit la taille ou le secteur de son entreprise, on peut être attaqué. C'est ça le problème. Et là, il y a une prise de conscience de se dire, est-ce que je détiens au sein de mon entreprise des données sensibles? C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que beaucoup d'entreprises se disent, oh mais moi, c'est pas chez moi.
j'ai pas de données sensibles. Tout le monde a des données sensibles, des données clients, des données comptables. Donc ce sont des données sensibles. Et en fait, c'est pas tellement pour la data qu'il y a derrière, c'est après la rançon en disant je détiens des informations, vous allez me payer. Après, pour certaines entreprises, c'est le fait de revendre ces données-là. Donc effectivement, la maîtrise en ce moment, c'est comment on sécurise sa data pour éviter qu'il y ait des fuites. Et même les grandes entreprises sont pas toutes encore acculturées, mais ça se développe de plus en plus. Et on l'avait dit, la vulnérabilité dans les entreprises reste encore l'humain. Là, pour le coup, c'est l'humain. C'est entre la souris et l'ordinateur. Donc, c'est comment on forme les collaborateurs à bien utiliser l'IA, parce qu'ils ont... il y a un développement de l'IA dans les entreprises, mais les gens sont encore sur leur propre téléphone. Donc, ils donnent des données sensibles de l'entreprise sur leur téléphone parce qu'ils n'ont pas encore ChatGPT installé sur leur poste. Donc, il y a vraiment tout ce travail d'acculturation qui se fait de plus en plus. Mais en tout cas, ça touche tous les secteurs. Quand on prend le train, on voit toujours des gens qui se lèvent et qui laissent l'ordinateur ouvert. Ça, c'est un grand jeu à faire. C'est pour ceux qui voyagent. Faites un Paris-Lille, Lille-Paris et amusez-vous à dire, voilà, entre Paris et Lille, je vais trouver l'entreprise, le nom, le secteur et le client de la personne qui est devant moi. Je l'ai fait, c'est très marrant. Et arrivé à Paris, je l'ai demandé sur LinkedIn, il m'a répondu, j'étais derrière lui. C'est très, très marrant à faire. Les Wi-Fi d'hôtel, voilà, ça, c'est des missions très, très drôles. Ah oui, non, c'est hyper drôle à faire. D'accord. Je vois Christelle qui continue à nous croquer en parallèle. Du coup, malheureusement, des bonnes choses en une fin. On arrive à la fin de cette table ronde. Alors, tous les deux, si vous aviez un peu une baguette de recettes magiques, c'est quoi les clés de l'engagement des clients pour vous en B2B, enfin des clients B2B? Une recette, une baguette de recettes magiques. C'est quoi les 5 points clés on passe d'une baguette à 5 points clés. Ah, ouais. C'est compliqué. Non, mais on le disait, il y a la curiosité, l'acculturation, se former, multiplier les sources et garder son ADN de voilà, qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, d'utiliser encore une fois. C'est une vraie force en fait cette IA ou la technologie. Donc, faut pas en avoir peur. Faut juste la maîtriser. Et la maîtriser, c'est la connaître, c'est se former. Je pense que c'est comme tout. Hein. C'est la formation et la pratique qui fait qu'on la maîtrisera. Et encore une fois, l'IA, si vous êtes mauvais, l'IA, vous resterez mauvais. Si vous êtes bon, vous allez devenir excellent. Donc, encore une fois, c'est comment on se forme et comment on maîtrise cet outil pour pas que ce soit l'outil qui nous maîtrise. Ouais, et je pense aussi, par rapport à ce que tu as dit précédemment, il y a une connaissance des métiers du B2B aussi, des secteurs. Quand Antoine il dessine sur les soignants, c'est un milieu spécifique. Je pense au journalisme, c'est un autre environnement. Donc, il y a aussi une expertise métier dont on accompagne. Oui, c'est l'expertise métier. Alors, l'IA peut nous aider, nous accompagner sur des termes, mais rien ne remplaçant, encore une fois, la connaissance du terrain, de l'humain. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une combinaison humain et machine, c'est un peu fort, mais machine, enfin humain et technologie. Et moi, je dirais quand on les connaît, souvent je dis essayez, étonnez. Voilà, un mot que j'utilise beaucoup. Étonnez vos prospects, étonnez vos clients parce que vous allez attirer l'attention. Deuxièmement, je dis aussi souvent soyez intéressant avant d'être intéressé. Donc donnez avant de recevoir. Voilà, quelques formules qui permettent de se dire, c'est une relation néanmoins aussi humaine. Voilà, donc comment on aborde quelqu'un, comment on essaie d'avoir du soft selling pour se dire que de toute manière, si on vend quelque chose qui est totalement décalé, où la personne n'a pas besoin, ou même si on n'a pas toujours le besoin de ce qu'on achète, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, ça sert à rien d'insister, il faut passer à autre chose, ou il faut laisser du temps. Voilà, le temps est aussi un atout. Peut-être les gens vont changer, réfléchir à leur organisation. Voilà. En B2B, on est peu sur quand même un marché de l'offre. Voilà, on est quand même plus sur un marché de la demande. Il y a des appels d'offres, voilà. Donc il n'y a pas d'achat spontané. Hein. Donc en général, c'est donc structuré. En ce moment, Laurent, tu as bien vu qu'il y a Eurosatory, il y a des grands salons professionnels, il y a Vivatech. Du coup, comment on engage des clients ou on se différencie dans ces grands salons, dans un parcours spécifique, avec des effets d'annonce, c'est quoi les astuces pour ressortir ou des tendances que tu perçois du Vivatech Alors, effectivement, à Vivatech, qui est un salon que moi je trouve à monter encore en gamme en termes d'expérience. Voilà. Et on a, c'est Porte de Versailles,
c'est Villepinte. Voilà, donc c'est deux univers. Alors, il y en a un qui est organisé avec Publicis. Donc, tu as une vraie expérience visuelle, tu as un vrai travail qui a été fait sur le décor, les lumières, les couleurs. Voilà, donc, et je pense que les exposants collent un peu à cette charte, on va dire, et essayent vraiment de faire vivre des expériences. Voilà, on vend rien, je suis pas sûr qu'on vende et qu'on achète quoi que ce soit sur Vivatech, mais en tout cas, on rentre dans un univers de marque, on rentre dans des propositions de valeur des exposants, et c'est plus de la com qu'un salon business où je viens essayer un char ou un missile. On n'essaye pas. Mais ça expose un peu plus sur Rosatori, parce qu'il y a des démonstrations dynamiques. Voilà. Mais on n'achète pas non plus. On montre beaucoup les technologies. C'est très techno. J'étais quand même surpris, enfin, personnellement, de voir à Vivatech, la Direction Générale de l'Armement, montrer le soldat augmenté. Enfin, comme ça, enfin, pour moi, c'est une arme secret défense, enfin, voilà, au grand public. Alors, Bah, tu as vu ce qu'on t'a voulu te montrer. je vous remercie. Alors, si Alban peut descendre pour passer les micros pour des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à distance aussi ou dans la salle? Voilà, pour Laurent et Olivier, que je remercie. Ah, il y en a une. Bonjour, merci pour votre présentation. Sylvie Lachkar, je suis une spécialiste des réseaux sociaux, surtout professionnels. Et en fait, je voulais juste dire que on met souvent trop de barrières entre le professionnel et le personnel et la personnalité. C'est important de se dire qu'il faut les baisser. Si on a envie de faire des dessins sur LinkedIn, pourquoi pas? Si on a envie de faire de l'humour sur LinkedIn, pourquoi pas? C'est important de laisser paraître sa personnalité. Et c'est ça qui fait l'authenticité. Et plus il y a d'émotions dans un message, que ce soit la peur, la joie, les messages passent. Et sur l'utilisation de l'IA, je pense elle fait gagner du temps. C'est assez extraordinaire. Moi, je l'appelle mon stagiaire. Donc, ça donne des idées, ça permet de récupérer des informations. Et ensuite, il faut retravailler derrière, comme ce qu'on fait quand on a une équipe et qu'on leur demande de créer des choses. Voilà. Si vous permettez, oui, alors je vous rejoins. Il y a eu une tendance, il y a 6 mois ou un an, des posts très personnels. Je vous rejoins, très. Je mets le pro de côté, mais il faut que je joue pas. Et en fait, il y a eu plus qu'une tendance, enfin, on parle de trend, et au bout d'un moment, c'était les mêmes. C'est-à-dire que c'était toujours la même chose. C'est, je sais pas vous, mais moi, là, j'en peux plus, burn-out, je suis parti faire la physiothérapie. Et en fait, et il y a eu une critique, et c'est revenu sur un peu du pro, et beaucoup disaient dans les commentaires, c'était intéressant de lire les commentaires, attends, c'est quoi c'est un réseau professionnel. Qu'est-ce que tu nous parles de perso? D'autres disaient c'est très bien, c'est sincère, c'est beau. Mais au bout d'un moment, la structure était exactement la même. Donc c'est un peu dommage. Je vous rejoins, il faut de la singularité et être perso. Mais la tendance, c'est ça, c'est que ça vrille à l'inverse. Oui, je partage totalement cette idée, Sylvie. Effectivement, voilà, il faut trouver une nouvelle fois le bon curseur. Ça dépend si on est général d'armée. Je pense qu'on ne dit pas la même chose aussi, voilà, y compris sur LinkedIn. Voilà, donc, mais c'est clair que pour étonner, pour engager, il faut sortir un peu du discours froid, sans saveur. Voilà, ça reste la clé, hein. C'est le message, l'émotion, l'étonnement. Faut être intéressant. Voilà, si c'est pour dire la même chose que le voisin écrit de la même manière, ça n'intéresse personne. J'ai quand même l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il y a une. Enfin, je ne sais pas si l'algorithme de LinkedIn ou je ne sais pas quoi, mais il y a une perte d'engagement ou d'attention. Il faut réinventer pour toucher l'audience. Alors, je ne sais pas si il faut esprit les réseaux sociaux de faire changer l'algorithme tous les 4 matins pour qu'on ait moins d'impact. Mais il y a quand même un enjeu de se réinventer dans l'adressage des messages constamment. Et puis, j'ai l'impression que, là, on le voit aujourd'hui, il y a quand même un changement d'habitude de comportement de consommateur face à cette infobésité, ces canaux d'information. On avait une jeune fille en stagiaire, je lui ai dit dis-moi depuis tout ce matin les messages que tu as reçus via smartphone, radio, TV ou différents canaux, est-ce que tu as retenu? Et en fait, on va retenir
le bad buzz ou ce qui nous fait écho. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué, il y a la Coupe du Monde de rugby, enfin de foot, pardon, et on parle plus des pauses, vous savez, des pauses fraîcheurs que des compétitions parce que effectivement c'est un moyen de faire de l'argent parce que c'est hyper long, il y a 30 minutes de pub, c'est plus long que le match, voilà, et du coup ça fait débat et on va plus retenir ça. Enfin, je sais pas, on a un côté de peopleisation, comment on dit, ouais, et du coup effectivement c'est comment on trouve un équilibre entre le perso et le professionnel, même sur les réseaux professionnels. Parce que tu parlais de TikTok, moi j'y suis pas allé parce que j'ai du mal enfin pour l'instant j'y suis pas allé parce que j'ai du mal à comprendre cette communication un peu pour les ados où on se prend en photo en réel. Enfin, Oui, tu n'es pas voilà. la cible. Désolé, Thomas. Il fallait quelqu'un pour te le dire. Voilà. Nous ne sommes pas dans la cible Voilà. TikTok. Sur Facebook, moi je mets plutôt les photos de vacances dans les groupes, enfin les amis, c'est plutôt l'univers familial. Enfin, moi je cantonne comme ça. Après LinkedIn et X, c'est plutôt professionnel. Après, je m'interdis pas par moment un coup de gueule ou un engagement sur une cause qui me tient à cœur, mais voilà, mais c'est pas le principal de ma communauté. Enfin, voilà. Enfin, vous pouvez faire du TikTok sur LinkedIn, hein. Ça, c'est arrivé. Quand je travaillais chez SAP, on avait une avant-vente qui faisait ça très très bien et ça marchait très très bien. Mais c'était son style. Il faut pas oublier aussi que les jeunes, quand ils commencent à travailler, ils s'inscrivent sur LinkedIn et ils regardent LinkedIn. Donc de toute façon, vous les toucherez aussi sur LinkedIn. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est une création de relations. On parle tout le temps de poster, 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 mais il y a autre chose. Il y a un réseau, en fait. Et puis je pense qu'il faut retrouver la notion du métier du community manager et de réseaux sociaux. C'est un vrai métier pour moi et animer une communauté. Alors on n'a pas trop abordé aujourd'hui, mais aujourd'hui ce qui marche c'est les micro-communautés, des communautés spécifiques et c'est un vrai métier de les animer en permanence sur des sujets métiers. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance sur le Teams. Non, non Aurélien, on peut prendre la pause fraîcheur nous aussi. Une demi-heure. Ouais. Mais écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup tous les deux pour votre expertise. Merci Thomas. Voilà. Écoutez, je pense que la canicule nous a joué des tours, mais on est entre gens bien pensants. Voilà. Et il fait frais en plus. Le contenu est intéressant. Il fait très frais. Bon, on se retrouve dans un quart d'heure. Voilà. Merci. On parlera de la com interne.